le coup résonna dans la maison comme un tonnerre sec. Paloma Herrera tomba sur le sol de la cuisine, la lèvre fendue et l'œil gauche instantanément enflé. Les tortillas qu'elle préparait pour le dîner s'éparpillèrent sur les carreaux de Talavera, tandis que le comal continuait de chauffer sur la cuisinière. « Je t'ai dit que je voulais de la viande, pas cette merde !» cria Rodrigo Mendoza, serrant les poings, une bière dans l'autre main. « À quoi sers-tu si tu ne peux même pas préparer correctement le dîner ?» C'était un mardi soir, dans le quartier de San Rafael, à Guadalajara, Jalisco. Les voisins étaient déjà habitués aux cris provenant de la maison numéro 412 de la rue Morelos. Señora Carmen, la voisine d'à côté, montait le volume de sa télévision chaque fois que les disputes commençaient. Don Ivan, de l'autre côté, rentrait chez lui et claquait ses fenêtres. Paloma essuya le sang de sa lèvre avec le revers de sa main. À 32 ans, elle ne se souvenait plus ce que c'était que de sourire sans ressentir de douleur. Elle était mariée à Rodrigo depuis 8 ans, et seulement pendant les 2 premières années, il n'avait pas levé la main sur elle. « Pardonne-moi, mon amour, » murmura-t-elle, se relevant lentement du sol. « Je vais te faire des œufs brouillés au chorizo, juste comme tu les aimes. » Rodrigo la regarda avec mépris. C'était un homme de 35 ans, basané, costaud, qui travaillait comme chef d'équipe dans une usine textile. Pour tout le monde, il était le mari idéal. Travailleur, responsable, toujours présent aux réunions de famille et apportant de la bière pour les barbecues de rue le dimanche. « Ça a intérêt à être délicieux, grogna-t-il en se dirigeant vers le salon. « Et ne traîne pas, je dois me lever tôt demain. » Paloma commença à ramasser les tortillas du sol avec des mains tremblantes. Les voisins la pensaient maladroite, toujours à se cogner aux portes ou à trébucher dans les escaliers. Rodrigo expliquait les ecchymoses de sa femme de manière très convaincante. « Elle est tombée dans la salle de bain, disait-il avec un air préoccupé. Tu sais comme ma Paloma est distraite. » Et tout le monde le croyait. Comment ne pas croire Rodrigo Mendoza, un homme qui aidait les femmes âgées à porter leurs courses et prêtait toujours des outils à ses voisins. Pendant qu'elle faisait frire le chorizo, Paloma entendit son mari parler au téléphone avec son compadre Javier. « Hola, compadre, comment va la famille ?» dit Rodrigo d'une voix complètement différente, chaleureuse et amicale. « Oui, tout va bien. Paloma prépare le dîner. Tu sais comme elle est attentionnée ?» Paloma ferma les yeux. C'était comme vivre avec 2 personnes différentes. Le Rodrigo que tout le monde connaissait, charmant, travailleur, l'âme de la fête. Le Rodrigo qui vivait dans cette maison, c'était un monstre qui la réveillait à coups de poing si le dîner n'était pas prêt à l'heure, lui tirait les cheveux si elle ne repassait pas bien ses chemises, l'humiliait devant ses propres proches, puis s'excusait en privé pour l'attaquer à nouveau quelques heures plus tard. La maison à 2 étages de la rue Morelos avait l'air tout à fait ordinaire de l'extérieur. Une façade en briques rouges, des fenêtres avec des grilles blanches et un petit jardin où Paloma cultivait des géraniums rouges. Mais à l'intérieur, chaque recoin gardait les échos de ses cris étouffés. La chambre principale l'avait vue la jeter contre le mur si elle était lente à se déshabiller. Les escaliers connaissaient le son de son corps roulant du 5e au 1er échelon s'il pensait qu'elle mettait trop de temps à lui apporter de l'eau. Le miroir de la salle de bain avait une fissure depuis la nuit où il lui avait cogné la tête contre la vitre parce qu'il n'aimait pas sa coiffure. Paloma servit les œufs brouillés au chorizo sur l'assiette préférée de Rodrigo, une bleue avec des fleurs jaunes, un cadeau de sa mère. Elle marcha lentement vers le salon où il regardait un match de football. « Tiens, mon amour, dit-elle, en posant l'assiette sur la table basse. Rodrigo goûta un morceau et fronça les sourcils. « Trop salé. Laisse-moi réessayer. »« Non, trop salé, point. Tu ne sais rien faire de bien, femme. » Il jeta l'assiette par terre. Elle se brisa sur le carrelage. Paloma se précipita immédiatement pour ramasser les morceaux, mais il l'arrêta en la saisissant par les cheveux. « Laisse ça, » murmura-t-il à son oreille. « Tu nettoieras demain. Maintenant va, fais un autre dîner, et ça a intérêt à être parfait. » Il la poussa, et Paloma se dirigea vers la cuisine. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Dehors, la vie dans le quartier de San Rafael continuait comme d'habitude. Les enfants jouaient au football, les femmes discutaient sur les bancs, les hommes rentraient du travail en espérant un dîner tranquille. Mais dans la maison numéro 412, tout avait un horaire. Cela commençait quand Rodrigo rentrait du travail
et se terminait quand il décidait qu'il avait suffisamment puni sa femme pour sa simple existence. Cette nuit-là, comme toutes les 6 années précédentes, Paloma Herrera ne se coucha que très tard, essuyant le sang de sa lèvre et se promettant que demain tout changerait. Mais demain ne changeait jamais, et Paloma ne savait pas encore qu'exactement 43 jours plus tard, elle prendrait une décision qui changerait tout pour toujours. 3 semaines plus tard, après l'incident de l'assiette cassée, Paloma Herrera traversait le marché de San Juan de Dios, au centre-ville de Guadalajara, portant des lunettes noires qui cachaient l'échymose sous son œil, qui avait commencé à s'estomper 5 jours auparavant. Sa jeune sœur, Esperanza, était avec elle, achetant des légumes pour la semaine. « Paloma, sérieusement, dis-moi pour ton œil », demanda Esperanza, portant un sac de tomates. « Et ne me dis pas que tu es encore tombée parce que je ne te crois plus. » Paloma fit semblant d'examiner des poivrons poblano pour éviter le regard de sa sœur. « Je te l'ai dit, Espé, je me suis levée trop vite et j'ai heurté la porte de l'armoire. Rodrigo m'a grondé pour être maladroite. »« Il t'a grondé ou frappé ?» La question d'Esperanza coupa l'air comme un couteau. Paloma se figea. Personne ne lui avait jamais posé la question aussi directement. D'habitude, il y avait des allusions, des suppositions, des commentaires qu'elle pouvait facilement écarter. Mais cette fois, sa jeune sœur, âgée de 26 ans, parla directement, sans détour. « Ne sois pas idiote, Esperanza, marmonna Paloma en payant le vendeur de poivrons. Rodrigo est un homme bon, travailleur, responsable. » « Paloma, je te connais depuis ta naissance, interrompit Esperanza en lui prenant la main. Tu as changé. Tu ne souris plus comme avant. Tu as même peur de parler fort. Et tu as toujours de nouvelles ecchymoses. Tu penses que je suis stupide ?» À ce moment-là, le téléphone de Paloma sonna. C'était Rodrigo. « Allô, où es-tu » La voix de son mari était irritée. « Je suis rentré et dîner n'est pas prêt. » Paloma regarda sa montre. Il était 14h30. « Je suis au marché avec Esperanza, mon chéri. Je serai à la maison dans une demi-heure. Je te préparerai le déjeuner. » « Une demi-heure, tu penses que tu es importante ou quoi ? T'as 15 minutes pour être à la maison. Ou tu verras ce qui t'attend. » L'appel se termina. Paloma pâlit. « Espé, je dois y aller. Rodrigo est rentré tôt. »« Et alors ?» Esperanza la regarda furieusement. « Il va te frapper si tu ne cours pas comme un chien. Écoute-toi, Paloma, écoute comment tu parles. » Paloma marcha rapidement vers la sortie du marché. « Tu ne comprends pas, Esperanza. Tu n'es pas mariée. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être responsable. »« Responsable ?» cria Esperanza en marchant derrière elle. « Paloma, s'il te plaît. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est une prison. » Paloma montait déjà dans un taxi. Pendant tout le trajet jusqu'au quartier de San Rafael, elle resta silencieuse, choisissant mentalement les mots d'excuse qu'elle dirait à Rodrigo. Elle savait exactement quelle phrase le calmerait, comment baisser la tête pour montrer sa soumission, comment préparer sa nourriture préférée en un temps record. Elle avait perfectionné l'art d'être invisible. Quand elle arriva à la maison, Rodrigo était assis dans le salon avec un visage sombre, regardant la télévision. Paloma entra silencieusement par la porte de derrière et commença rapidement à sortir les légumes des sacs. « Paloma !» cria-t-il depuis le salon. « Viens ici !» Elle laissa tout dans la cuisine et se dirigea vers le salon, la tête baissée. « Oui, mon amour, assieds-toi. » Il désigna le fauteuil simple. « Nous devons parler. » Paloma s'assit sur le bord du fauteuil, les mains sur les genoux. Rodrigo la regarda avec cette expression qu'elle connaissait trop bien, celle qui précédait toujours l'humiliation. « Ta sœur Esperanza est venue ici il y a 1 heure, » dit-il en se penchant en arrière sur le canapé. « Elle est venue poser des questions sur tes ecchymoses. » La bouche de Paloma se dessécha. « Quoi ? Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Je lui ai dit la vérité, que tu es très maladroite et que tu casses toujours quelque chose. » Mais il semble qu'elle ne m'ait pas tout à fait cru. Rodrigo sourit sinistrement. « Et qu'en penses-tu, Paloma ? Tu lui as dit quelque chose de plus ?»« Non, Rodrigo, je jure, je n'ai jamais... »« Tu mens !» Il se leva d'un bond. « Bien sûr que si, c'est pour ça qu'elle est venue m'interroger, comme si j'étais un criminel. » Paloma se leva aussi, reculant vers le mur. « Vraiment, je n'ai rien dit, mon amour. Esperanza a toujours été trop curieuse depuis l'enfance. »« Oui, curieuse. » Rodrigo se rapprocha. « Mais nous verrons si elle le reste après ça. » Le premier coup la fit tomber, le second lui fendit la lèvre à nouveau. Mais cette fois, alors qu'il la frappait dans les côtes, quelque chose d'autre se brisa à l'intérieur de Paloma. Ce n'était pas son corps, ce n'était pas ses os. C'était la dernière étincelle d'espoir que quelqu'un pourrait un jour l'aider. Parce que, même si sa propre sœur venait affronter Rodrigo,
et qu'il parvenait à la convaincre que tout allait bien, alors personne ne la croirait jamais. Elle était complètement seule. Cette nuit-là, en pansant ses plaies dans la salle de bain, Paloma se regarda dans le miroir et ne reconnut plus la femme qui la regardait. Ce n'était pas à cause des ecchymoses ou de l'enflure, c'était simplement qu'il ne restait plus rien dans ses yeux. Ni espoir, ni peur, ni douleur, seulement un vide profond et dangereux. Rodrigo ne le savait pas encore, mais il venait de créer quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Paloma Herrera, qui n'avait rien à perdre. C'était le vendredi 13 octobre, quand arriva la soirée qui changerait tout pour toujours. Paloma avait passé la journée à nettoyer toute la maison de fond en comble, à préparer le dîner préféré de Rodrigo, de la viande dans son jus, avec des haricots campagnards, et à pendre ses chemises par couleur, juste comme il aimait. Rodrigo arriva à 20h, plus ivre que d'habitude. Il avait bu dans une cantina du centre-ville de Guadalajara avec ses collègues, célébrant l'anniversaire de leur patron. Paloma l'entendit arriver. Le portail du garage s'ouvrit en grinçant, la porte de la voiture claqua, ses pas chancelants à l'entrée. « Paloma !» cria-t-il depuis l'entrée. « Viens m'aider avec mes chaussures !» Elle courut immédiatement. Rodrigo s'appuya contre le mur du couloir, les yeux troubles. Il sentait la tequila et la bière. Sa chemise blanche était tachée de sauce et portait une marque de rouge à lèvres sur le col que Paloma fit semblant de ne pas remarquer. « Enlève mes chaussures » ordonna-t-il, s'asseyant lourdement dans le fauteuil du salon. Paloma s'agenouilla devant lui et commença à dénouer les lacets de ses chaussures en cuir verni noir. Rodrigo la regarda avec un sourire de travers qui ne promettait rien de bon. « Tu sais, Paloma, » dit-il en jouant avec ses cheveux, « aujourd'hui j'ai vu ta sœur Esperanza au centre-ville. Elle était avec un gars, très beau d'ailleurs. » Paloma continua de dénouer les lacets sans dire un mot. « Tu ne veux pas demander qui c'était » insista Rodrigo. « Si tu veux me le dire, j'écoute, » répondit-elle d'un ton neutre. « C'était Roberto Santillán. Tu connais ce nom ?» Rodrigo ricana malicieusement. « Cet avocat qui est toujours aux nouvelles à défendre des femmes qui disent que leurs maris les battent. » Paloma se figea. Elle connaissait ce nom. Roberto Santillán était bien connu à Guadalajara, gagnant des affaires de violence domestique, apparaissant souvent à la télévision, parlant des droits des femmes. « Ils sont drôles, » continua Rodrigo, sirotant la bière qu'elle lui avait donnée. « Ces hystériques courent chez des avocats pour pleurer que leur mari leur donne ce qu'elles méritent, comme si elles ne le méritaient pas elles-mêmes. » Paloma termina avec les chaussures et se leva pour les mettre au placard. « Et qu'en penses-tu, Paloma ?» demanda-t-il. « Est-ce normal qu'une femme, au lieu de s'occuper de sa famille, chuchote avec des avocats ?» C'était un piège. Paloma savait. Toute réponse serait fausse. « Je pense que chacun décide pour soi, » murmura-t-elle. « Oui !» Rodrigo se leva d'un bond. « Comme ta sœur, qui fourre son nez dans mes affaires. »« Rodrigo, s'il te plaît, je ne sais rien de tout ça. »« Bien sûr que si !» cria-t-il en chancelant. « Tu as conspiré dans mon dos, tu penses. » Paloma recula vers la cuisine, mais il la suivit. « Rodrigo, je jure, je n'ai rien discuté avec personne. S'il te plaît, allons dîner. J'ai fait de la viande dans son jus. »« Je ne veux pas de ton dîner, » rugit-il, jetant une marmite en argile contre le mur. Elle se brisa, et la viande s'éparpilla partout dans la cuisine. Paloma se pencha instinctivement pour commencer à nettoyer, mais Rodrigo lui saisit les cheveux et la tira brusquement vers le haut. « Tu me prends pour un imbécile, Paloma ?» lui cria-t-il au visage. « Tu penses que je ne te vois pas parler de moi à ta famille ? » « Non, Rodrigo, je jure devant Dieu, je n'ai pas... »« Tais-toi !» cria-t-il en lui donnant un coup de poing dans l'estomac. Elle se plia en deux. « Dis la vérité. As-tu dit à Esperanza que je te frappais ?» Paloma resta silencieuse, sa joue brûlante. Dans ce silence, Rodrigo trouva sa réponse. « Alors si, » murmura-t-il avec un calme effrayant. « Ma propre femme, la femme qui vit de mon argent dans ma maison, porte mon nom de famille et va en ville me dépeindre comme un tyran. »« Rodrigo, je n'ai jamais... »« Tais-toi !» cria-t-il lui donnant un coup de poing dans l'estomac. Elle se plia en deux. « Puisque tu aimes tant être une victime, je vais te donner des raisons de le devenir vraiment. » Ce qui se passa ensuite fut différent de toutes les fois précédentes. Il ne se contenta pas de la frapper,
de la torturer, de la traîner dans la maison, de la jeter contre les murs, de lui arracher les cheveux par touffes, de lui casser 2 côtes, de lui disloquer l'épaule gauche et de lui couper le front, d'où le sang coulait sans cesse. Mais le pire n'était pas les coups. Le pire, c'est que, fatigué de la battre, il décida de l'humilier de la manière la plus terrible qu'il pût imaginer. « Maintenant, tu vas appeler ta sœur, dit-il, en lui jetant son téléphone alors qu'elle gisait sur le sol du salon. Tu vas l'appeler et lui dire que tout est merveilleux, que ton mari te traite comme une reine et qu'elle ne doit plus jamais se mêler de nos affaires. » Paloma tremblait si violemment qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. « Rodrigo, s'il te plaît, compose, rugit-il. Compose, ou je jure, je te tuerai ce soir. » Avec des mains tremblantes, Paloma composa le numéro de sa sœur. Esperanza répondit à la 2e sonnerie. « Paloma, ça va? Il est 23h? »« Espé, » murmura Paloma, essayant de garder sa voix stable. « Je t'appelle pour te présenter mes excuses. »« Des excuses? Pourquoi ?» demanda Esperanza. Rodrigo se tenait à proximité, écoutant chaque mot. « Pour t'avoir fait penser de mauvaises choses à propos de Rodrigo. C'est un homme bon, Esperanza. Un mari merveilleux. Je suis juste trop dramatique parfois. » Un non-silence suivit à l'autre bout de la ligne. « Paloma, tu vas vraiment bien? Ta voix est étrange. »« Tout va bien, mentit-elle, alors que le sang de son front gouttait sur le téléphone. « Rodrigo prend très bien soin de moi. Je ne veux plus que tu penses du mal de lui. »« D'accord, Paloma, d'accord, » insista Esperanza. « Tu es sûre? »« Oui, tout va bien, merci, je t'aime. » Paloma raccrocha et rendit le téléphone à Rodrigo. Il sourit avec satisfaction. « Très bien, dit-il. Maintenant, va nettoyer tout ce sang que tu as écaboussé ici. Demain matin, tu iras travailler comme si rien ne s'était passé. » Rodrigo alla dormir comme si c'était la nuit la plus ordinaire. Paloma resta éveillée jusqu'à 5 heures du matin, essuyant son propre sang du sol, pansant ses plaies du mieux qu'elle put, et se sentant plus morte que vive. Mais en nettoyant, quelque chose se durcit en elle pour toujours. Ce n'était plus de la peur, ce n'était plus de la douleur. C'était quelque chose de bien plus dangereux, la certitude absolue que tout cela devait cesser. Et quand Paloma Herrera prenait une décision, personne au monde ne pouvait l'arrêter. Le lundi 14 octobre, à Guadalajara, commença par une matinée grise. Des nuages chargés de pluie couvraient la ville comme une lourde couverture, annonçant une tempête. Paloma se leva à 5h30, comme tous les jours. Mais cette fois, chaque mouvement demandait un effort surhumain. Ses côtes cassées la brûlaient à chaque respiration. Elle maintenait son épaule disloquée immobile, bandée avec un vieux drap, et couvrait la plaie sur son front avec du fond de teint Revlon couleur cannelle, acheté au magasin du coin, le même qu'elle utilisait depuis des années pour cacher ses ecchymoses. Rodrigo ronflait dans le lit conjugal comme s'il avait passé la nuit la plus agréable de sa vie. Ses mains, celles-là même qui l'avaient détruite 12 heures auparavant, reposaient sur sa poitrine en silence total. Paloma le regarda dormir, et pour la première fois en 8 ans de mariage, elle ne ressentit aucune peur. Elle ressentit du dégoût. Elle se dirigea vers la cuisine, traînant les pieds et essayant de ne pas faire de bruit sur les carreaux froids. La marmite en argile cassée gisait toujours sur le sol avec les restes séchés du ragoût de viande, qui s'était transformé en une tache brune sur le carrelage blanc. Paloma commença à tout nettoyer méticuleusement, comme un robot programmé pour effacer les traces de sa propre destruction. À 6h15, elle prépara du café dans la cafetière en émail bleu qu'elle avait hérité de sa grand-mère Concepcion. L'arôme de cannelle et de piloncillo emplit la cuisine, se mélangeant à l'odeur de l'eau de javel qu'elle utilisait pour nettoyer le sang. Rodrigo apparut dans la cuisine à 6h30, déjà vêtu de son uniforme de chef d'équipe. Jean bleu foncé, chemise blanche à manches longues et bottes de travail noires. « Bonjour, mon amour », dit-il en l'embrassant sur la joue comme s'il était le mari le plus affectueux du monde. « Bonjour », marmonna Paloma, lui versant du café dans sa tasse préférée, blanche avec le logo des Chivas de Guadalajara. « Le déjeuner est prêt ?» demanda Rodrigo, vérifiant son Samsung tout en mangeant les œufs brouillés au jambon qu'elle avait préparés. « Oui, il est déjà dans ton sac à dos. Sandwich à la viande, fruits coupés et eau d'hibiscus. »« Parfait, » dit Rodrigo et but son café d'un trait. « Je serai en retard aujourd'hui, je vais boire de la bière avec les gars de l'équipe de nuit. C'est vendredi, jour de paye, tu comprends. » C'était en fait lundi, pas vendredi, mais Paloma ne corrigeait plus les mensonges de Rodrigo. Elle avait compris que la vérité coûtait toujours plus cher que le silence. « D'accord, mon amour, je t'attendrai avec le dîner, » dit-elle. Rodrigo prit son sac à dos isotherme bleu et se dirigea vers la porte.
mais avant de partir, il se retourna et lui serra la taille. Paloma se crispa alors qu'il appuyait sur l'endroit exact où ses côtes étaient cassées. « Je t'aime, Paloma », murmura-t-il à son oreille. « Tu es la meilleure femme du monde. Je suis désolé si je perds parfois mon sang-froid. C'est juste que je t'aime tellement que je deviens fou à l'idée de te perdre. » Paloma hocha la tête, retenant ses larmes. « Je t'aime aussi, Rodrigo. Vraiment, vraiment !» Il sourit avec satisfaction et l'embrassa sur les lèvres, un goût de café et de mensonge. « À ce soir, mon rayon de soleil. » Paloma attendit d'entendre le son du moteur de la Tsuru de 2005 s'éloigner dans la rue Morelos. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa à pleurer. Mais pas de douleur ni de peur. Elle pleura de rage. Elle se dirigea vers la salle de bain et se regarda dans le miroir fissuré. Son reflet lui renvoya l'image d'une femme de 32 ans qui en paraissait 50. Cheveux brun terne, peau jaunâtre, yeux enfoncés entourés de cernes que le maquillage ne pouvait entièrement cacher. « Qui es-tu » demanda-t-elle à son reflet à voix haute. Son reflet resta silencieux. « Qui étais-tu avant lui ?»« Silence. Que voulais-tu être quand tu serais grande ?» Soudain, comme un éclair perçant le ciel gris de Guadalajara, Paloma se souvint. Elle avait voulu être enseignante. Elle avait étudié pendant 2 ans le programme d'enseignement élémentaire à l'Université pédagogique nationale, campus de Guadalajara. Elle avait abandonné quand elle avait rencontré Rodrigo parce qu'il disait que les femmes mariées n'avaient pas besoin de travailler, qu'il subviendrait à ses besoins comme une reine. « Professeur Paloma Herrera, marmonna-t-elle en regardant son reflet. C'est ce que tu allais faire. » Elle resta devant le miroir pendant 20 minutes, se souvenant de la femme qu'elle était avant de devenir un punching ball avec un nom. Elle se rappela comment elle riait, comment elle exprimait son opinion sans demander la permission, comment elle rêvait de sa propre école dans un village rural de Jalisco. Cette femme était morte lentement, coup après coup, humiliation après humiliation, mais peut-être, juste peut-être, il en restait quelque chose. Paloma quitta la salle de bain et se rendit au placard de la chambre d'amis, où elle gardait une boîte à chaussures Nike pleine de vieilles photographies. Parmi elles, elle trouva ce qu'elle cherchait. Sa carte d'étudiant IUPN, sur laquelle elle était photographiée souriante à 18 ans, avec des cheveux longs et brillants, avec des yeux pleins d'espoir. « Bonjour, Paloma, dit-elle à la photo. Tu es toujours là, à l'intérieur. » Elle glissa la carte d'étudiant dans son soutien-gorge près de son cœur et commença à planifier quelque chose à quoi elle n'avait jamais osé penser. Une vie sans Rodrigo Mendoza. Ce soir-là, en préparant une soupe de tortilla pour le dîner, Paloma fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 8 ans. Elle écrivit une liste, mais pas une liste de tâches ménagères ou de courses pour le supermarché. C'était une liste de tout ce dont elle avait besoin pour disparaître. Elle l'écrivit sur une serviette en papier qu'elle brûla ensuite sur la cuisinière, mais les mots restèrent dans son esprit comme un fer rouge. Argent, documents, vêtements, téléphone, plans, courage. Rodrigo rentra à 23h, ivre et de mauvaise humeur parce que son équipe préférée, Atlas, avait perdu 3-0 contre América. Cette nuit-là, il la battit parce que la soupe était trop salée, parce qu'elle n'était pas assez salée, parce qu'elle respirait trop fort pendant qu'il regardait les informations, et parce qu'elle existait, tout simplement. Mais pendant qu'il la frappait sur le sol du salon, Paloma n'était plus là. Dans son esprit, elle était déjà libre, et c'était la chose la plus dangereuse qui pût arriver à un homme comme Rodrigo Mendoza, faire face à une femme qui n'avait plus peur de mourir, parce qu'une telle femme est capable de tout. Le mercredi 2 novembre, jour des morts au Mexique, mais pour Paloma Herrera, ce fut le jour où elle décida de renaître. Pendant 3 semaines, elle avait planifié chaque étape avec une précision chirurgicale. Pendant que Rodrigo pensait avoir complètement subjugué sa femme, elle préparait son évasion comme une prisonnière qui creusait un tunnel vers la liberté depuis des années. Elle commença par économiser des pièces. Chaque peso que Rodrigo lui donnait pour les courses, elle en mettait 50 centimes de côté. Elle les cachait dans un pot de Nescafé vide qu'elle enterrait dans un pot de géranium rouge dans le jardin. En 3 semaines, elle avait économisé 430 pesos. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Elle commença également à perdre des documents importants. Son acte de naissance disparut du tiroir où Rodrigo gardait tous les papiers importants sous clé. Sa carte d'électeur était maintenant cachée dans le pli d'un vieux rideau. Elle sortit son diplôme d'études secondaires du dossier familial progressivement, feuille par feuille, quand il n'était pas là. Mais surtout, elle étudia l'emploi du temps de Rodrigo comme un détective privé. Rodrigo quittait la maison à 7h et revenait à 17h30.
Quand il n'allait pas boire de la bière, les mardis et jeudis, il avait une réunion avec son patron jusqu'à 18h. Les vendredis, il rentrait toujours ivre après 22h. Les samedis, il jouait au football avec des amis au terrain du quartier de Santa Margarita de 8h à 14h. Paloma choisit le samedi 5 novembre pour disparaître. Le matin, Rodrigo se réveilla de bonne humeur car son équipe de football, les Lions de San Rafael, jouait en demi-finale du tournoi de la Ligue municipale. Il se doucha en chantant des chansons de Vicente Fernandez, prit son petit déjeuner avec des chilaquiles rouges, avec de la crème et du fromage frais, et même embrassa Paloma sur le front avant de partir. « Aujourd'hui, nous gagnons, mon amour, dit-il, portant son sac de sport Adidas. Et ce soir, nous allons faire une grande fête. Fais-moi des carnitas. Et achète des bières Tecate rouges. »« Oui, mon cher, » répondit Paloma, en le raccompagnant à la porte. « Bonne chance, joue bien. » Rodrigo partit dans sa Tsuru bleue, saluant les voisins qui balayaient leur trottoir. Donna Carmen lui cria par la fenêtre. « Vas-y, Rodrigo, que ces lions gagnent !» Il répondit par un coup de klaxon joyeux et un sourire, montrant toutes ses dents. Paloma attendit exactement 15 minutes pour s'assurer qu'il ne reviendrait pas pour quelque chose qu'il aurait pu oublier. Puis elle alla dans le jardin et récupéra le pot de Nescafé avec ses économies. Ensuite, elle alla dans la chambre d'amis et sortit le sac à dos d'école rose qu'elle avait utilisé au lycée, caché derrière de vieilles boîtes. Dans le sac à dos, elle mit tout ce qu'elle put. Des sous-vêtements, 2 jeans, 3 chemisiers, un pull en laine gris, ses baskets blanches les plus confortables, ses documents, une photo de ses parents décédés, sa carte d'étudiant IUPN, une bouteille d'eau et un sandwich au jambon enveloppé dans du papier d'aluminium. Mais la chose la plus importante qu'elle mit dans ce sac à dos fut une lettre qu'elle avait écrite et réécrite 20 fois au cours des 3 dernières semaines jusqu'à ce que les mots soient parfaits. Elle l'écrivit sur une feuille d'un cahier arraché à celui que Rodrigo utilisait pour enregistrer les dépenses ménagères. La lettre disait « Rodrigo, merci de m'avoir montré ce que je ne veux pas être. Merci d'avoir prouvé que l'enfer existe, et il a ton visage. Merci de m'avoir montré qu'il y a des choses pires que la mort. Ne me cherche pas, tu ne me trouveras pas. Et si jamais tu le fais, je ne serai pas la femme que tu as laissée à moitié morte sur le sol de cette maison tant de fois. » Paloma laissa la lettre sur l'oreiller de Rodrigo, du côté du lit où il dormait chaque nuit après l'avoir battu. Avant de partir, Paloma fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle alla devant le miroir fissuré de la salle de bain et se coupa les cheveux. Tous. Elle laissa les mèches brunes tomber sur le lavabo blanc comme des plumes mortes. Quand elle eut fini, son reflet lui montra une femme complètement différente. Une femme qui ressemblait à un soldat se préparant à la guerre. À 9h30, Paloma Herrera quitta la maison numéro 412 de la rue Morelos avec un sac à dos rose sur le dos et 430 pesos en poche. Elle ne regarda jamais en arrière. Elle marcha 15 pâtés de maison jusqu'à la nouvelle gare routière de Guadalajara et acheta un billet pour le premier bus partant, peu importe où il allait. C'était un bus ETN en direction de Mexico, partant à 10h45. Pendant tout le trajet de 7 heures, Paloma ne ferma pas les yeux une minute. Elle regarda par la fenêtre Jalisco se transformer en Michoacán en État de Mexico, et ceci en district fédéral. Chaque kilomètre la séparant de Guadalajara était un kilomètre de plus vers la liberté. Pendant ce temps, sur le terrain de football du quartier de Santa Margarita, Rodrigo Mendoza marqua un but à la 73e minute du match. Ses coéquipiers le soulevèrent sur leurs épaules pendant qu'il criait de joie, ignorant qu'à ce moment précis, sa vie telle qu'il la connaissait se terminait pour toujours. Les Lions de San Rafael gagnèrent 3-2, mais Rodrigo Mendoza venait de perdre la seule chose qu'il contrôlait vraiment dans sa vie, sa victime. Et quand un prédateur perd sa proie, il devient soit la bête la plus dangereuse du monde, soit la plus impuissante. Rodrigo rentra chez lui à 20h30, samedi 5 novembre, avec un large sourire sur son visage et une bouteille de tequila Don Julio à la main. Les Lions avaient gagné et il était la star du match. Ses coéquipiers le portèrent comme un héros, les femmes et amis le félicitèrent avec des baisers sur la joue. Et même l'entraîneur dit qu'il avait un avenir dans le football amateur. « Paloma,
cria-t-il depuis l'entrée, jetant ses baskets sales sur le sol du salon. Viens féliciter le champion. Silence. Paloma, cria-t-il à nouveau, se dirigeant vers la cuisine. J'espère que tu as préparé les carnitas. La cuisine était vide. Il n'y avait pas de carnitas, pas de bière dans le réfrigérateur, pas même de tortillas chaudes qui l'attendaient. Rodrigo fronça les sourcils. En 8 ans de mariage, Paloma n'avait jamais désobéi à un ordre direct. Pas une seule fois. « Paloma !» cria-t-il, montant les escaliers vers la chambre. « Tu es à l'étage ?» En ouvrant la porte de la chambre, la première chose qu'il vit fut la lettre sur l'oreiller. Une page de cahier, pliée en 2, avec son nom écrit de la main tremblante de sa femme. Rodrigo la lut une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième, parce que son cerveau refusait de comprendre ce qu'il lisait. « Merci de m'avoir montré ce que je ne veux pas être. » Les mots lui transpercèrent la poitrine comme des poignards empoisonnés. « Paloma !» rugit-il, courant dans la maison comme un fou. « Paloma, sors où que tu sois !» Il vérifia chaque placard, chaque salle de bain, sous les lits, derrière les rideaux. Rien. Il alla au garage, la voiture était là. Il courut au jardin pour chercher parmi les plantes. Rien. Et puis il remarqua quelque chose qui le glaça. Sur la table de nuit, à côté de son côté du lit, se trouvait un seul géranium rouge, celui-là même que Paloma cultivait dans le jardin. Et en dessous, une lettre. Rodrigo la saisit de main tremblante. Ce n'était pas la lettre qu'il avait trouvée sur l'oreiller. C'en était une autre. Écrite au dos de sa police d'assurance, qu'il croyait être bien cachée dans le coffre-fort. Il commença à lire, et chaque ligne le brûlait comme de l'acide. « Rodrigo, tu pensais que je m'étais enfui. Tu pensais que j'avais simplement disparu, comme la lâche lapine que tu pensais que j'étais. Mais tu te trompes. Je ne me suis jamais enfui de toi, je me suis enfui vers moi-même. Et pendant que tu célébrais tes victoires au football, je me préparais depuis longtemps pour la mienne. Tu pensais tout contrôler, mais tu n'as même pas remarqué comment j'ai ramassé chaque miette de tes mensonges, chaque insulte, chaque échymose. Ils sont devenus les briques de ma nouvelle vie. Et la voici qui commence. Te souviens-tu de Roberto Santillane, l'avocat dont tu parlais si moqueusement? Je l'ai rencontré. Pas ma sœur, mais moi. Je lui ai tout raconté. Et j'ai des preuves. Chaque mot, chaque action de ta part, chaque coup, tout est enregistré, tout est documenté. Tes voisins qui n'ont rien vu sauront bientôt qui tu es vraiment. Tes collègues qui t'admiraient verront ton vrai visage. Tu m'as appris qu'il y a des choses pires que la mort. Tu as raison, vivre avec toi était pire que la mort, mais maintenant je suis libre. Et je sais que je mérite plus. Je ne suis pas la Paloma que tu connaissais. Cette Paloma est morte sous tes poings. Mais à sa place, Patricia Morales est née et cette Patricia ne craint rien ni personne, surtout pas toi. Ce n'est pas la fin, Rodrigo, ce n'est que le début. Pour moi, et la fin pour toi, profite de ta victoire aujourd'hui, demain sera ton procès. La lettre était signée Patricia. Rodrigo sentit le monde autour de lui vaciller, il relut la lettre, ses yeux parcourant les lignes, essayant de trouver un seul mot qu'il pourrait réfuter, mais il n'y avait rien là que la vérité froide et indéniable. Il s'effondra à genoux, la lettre lui échappant des mains. Il était incapable de crier, incapable de respirer. Lui, Rodrigo Mendoza, le champion que tout le monde respectait, était tombé dans un piège tendu par la femme qu'il considérait comme sa propriété. 1 an plus tard. Patricia Morales était assise dans son bureau, rempli de livres de droit et de psychologie, donnant sur une cour intérieure fleurie. Une pluie d'automne chaude tombait sur Guadalajara, lavant les rues. Ses cheveux étaient courts et soigneusement coiffés, et dans ses yeux maintenant pleins d'une confiance calme, il n'y avait aucune trace de douleur passée. Elle buvait du thé aux herbes chauds et écoutait au téléphone la voix d'Esperanza, qui parlait joyeusement de son nouveau travail dans une maternelle. « Tu imagines, Pat ? Aujourd'hui, un garçon m'a dessiné une fleur et a dit que j'étais la plus belle maîtresse du monde. » Esperanza rit. « Tu avais raison, sœur. C'est la meilleure décision de ma vie. Merci de m'avoir aidé à la trouver. » Patricia sourit. Elle avait en effet aidé Esperanza, et des centaines d'autres femmes. Après qu'elle ait quitté Rodrigo, son histoire, racontée à Roberto Santillane, ébranla Guadalajara. Le procès de Rodrigo Mendoza devint un événement national. Son statut, respecté, s'effondra lorsque toutes les preuves firent surface. Rapports médicaux, témoignages de voisins qui osèrent enfin parler, et,
Surtout, des enregistrements déchirants de messages vocaux que Patricia avait secrètement conservés sur son ancien téléphone, où l'on pouvait entendre Rodrigo l'insulter et la menacer. Rodrigo Mendoza fut condamné à 15 ans de prison pour violence domestique et tentative de meurtre. Ce fut un précédent à Jalisco, et Patricia, maintenant Patricia Morales, devint un symbole d'espoir pour de nombreuses femmes. Le refuge qu'elle ouvrit à Guadalajara devint un modèle national. La maison de Patricia, c'est ainsi que son centre s'appelait, offrait une aide juridique, un soutien psychologique, un abri et des cours de formation pour les femmes victimes de violences. Elle travaillait sans relâche, souvent tard dans la nuit, et chaque fois qu'elle voyait un sourire sur le visage d'une femme qui venait de trouver la liberté, elle sentait que toute sa souffrance n'avait pas été vaine. Un an plus tard, Patricia épousa Roberto Santillán, l'avocat qui l'avait aidé à gagner son procès. Ce fut un mariage modeste et intime, et elle choisit une robe blanche parce que, enfin, elle se sentait digne de pureté. 2 ans plus tard, leur fils, Alejandro Santillán Herrera, naquit. Sur la dernière ligne de son acte de naissance, où le nom du père était indiqué, Patricia écrivit une note qu'aucun officier d'état civil ne contesta. Père, Roberto Santillán López. Note. Cet enfant ne saura jamais ce qu'est la violence. Rodrigo Mendoza mourut en prison 3 ans après sa condamnation, lors d'une bagarre avec d'autres détenus. Patricia l'apprit par le journal et ne ressentit rien, parce que les monstres n'ont de pouvoir sur nous que tant que nous les craignons. Et Patricia Morales ne craignait plus rien. La femme qui disparut en victime revint en vengeresse, et elle gagna. Cette histoire est basée sur les expériences réelles de survivantes de violences domestiques. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez vivez une situation abusive, rappelez-vous, il y a toujours une issue, il y a toujours de l'espoir, et il y a toujours des gens prêts à aider. Ligne d'assistance nationale, 911.